voyage difficile qui a failli ne jamais exister, un détroit agité, un océan pacifique mais beaucoup trop grand, et une partie de cache-cache planétaire, voici ce qui résume le premier voyage à faire le tour du monde, celui du capitaine Magellan. Générique. Né en 1480 près de Porto et issu d'une famille probablement noble mais dont on ne sait rien, Ferdinand Magellan est un petit page à la cour de la reine du Portugal. C'est là-bas qu'il va faire une rencontre décisive avec Martin Behain, navigateur qui est l'auteur du plus ancien globe terrestre encore existant de nos jours. Oui, le globe peint ici, c'est exactement le même que celui de cette photo. Depuis lors, Magellan va s'intéresser à la navigation, mais également l'astronomie. Les deux sont de toute manière fortement liés à l'époque. C'est donc tout naturellement qu'il s'engage dans une expédition pour Malacca en 1511 avec un ami, Francisco Serrao, qui continuera lui jusqu'aux Moluques. Et vous allez voir que ça va avoir son importance, vu que les Moluques tels que décrits par son ami dans des courriers le fascinent. Depuis lors, il a la ferme intention d'y mettre le pied un jour. Mais il revint sur le vieux continent en 1513. Il se marie avec Béatrice Barbosa, fille d'un Portugais devenu capitaine de flotte au comte de l'Espagne. À Lisbonne, où il vit, Ferdinand rencontre le mathématicien et cartographe Rui Faleiro, qui le convainc, on ne sait pas exactement comment, que tout comme l'Afrique, le continent américain doit se terminer aux alentours du 40e parallèle sud. Une idée germe alors, celle d'entreprendre un voyage ayant pour but de vraiment trouver l'Asie par l'ouest, tout comme a voulu le faire Colomb quelques années auparavant. Mais également convaincu que les Moluques sont dans la moitié de la terre réservée à l'Espagne par le traité de Tordesillas, on va faire la vidéo sur le sujet. Il va voir le futur roi d'Espagne Charles Quint et lui vend son projet de trouver un passage vers le sud-ouest pour rejoindre les Moluques et prouver leur appartenance à l'Espagne. Quint accepte mais préfère envoyer Juan Díaz de Solís car Magellan est boiteux. Les années passent et Juan ne revint jamais. Il meurt en fait tué par des indigènes au large du Rio de la Plata en 1515. Pendant ce temps, Magellan a eu 2 enfants, tous les 2 morts avant leur première année. Ce qui l'a peut-être amené à, dès que la mort de Juan ne fit plus trop de doute, retenter une demande auprès de Charles Quint, âgé alors seulement de 18 ans. La ténacité de Magellan fit apparemment pencher la balance en faveur de l'approbation du voyage. 5 navires et 230 membres d'équipage sont au départ pour ce grand voyage le 10 août 1519. Un des membres d'équipage, Antonio Pigafetta, tient un journal du voyage. C'est grâce à lui que nous sont parvenus les récits du voyage, car il survivra, ce qui ne sera pas le cas de tous. Après un bref séjour aux Canaries, la flotte arrive au Brésil en décembre 1519. Elle bat pavillon espagnol alors que le Brésil est portugais. Ils font tout de même une brève escale pour se ravitailler dans la Bahia Santa Lucia, autrement dit la baie de Rio de Janeiro, fondée juste à la limite autorisée par le traité de Tordesillas. Seulement, vu que chaque nouveau miles parcouru est totalement inconnu, il faut constamment longer les côtes et cartographier, ce qui prend du temps. Ils prennent donc jusqu'au 31 mars pour atteindre San Julián en Patagonie, où ils décident d'hiverner. Et oui, dans l'hémisphère sud, mars, c'est le début de la mauvaise saison. Surtout autant au sud que la Patagonie. C'est là, dans le doute d'un réel passage au sud et la peur de plusieurs mois d'hiver dans un abri de fortune, que la mutinerie de Pâques a lieu. Le capitaine d'un des navires se révolte, ainsi qu'une partie des équipages. Certains sont tués et le capitaine d'un autre navire, nommé Mendoza, est tué dans son sommeil. Magellan finit par retrouver l'ordre en ayant exécuté tous les traîtres et abandonné certains sur un rivage avec seulement un habit, une épée et un pain. C'est au total près de 80 membres ainsi perdus. En repartant au début de l'été, en octobre donc, la flotte se rendit compte que les terres du sud étaient parsemées d'îles et îlots. C'est là qu'ils trouvent l'entrée d'un passage dans un dédale de fjords cerné de falaises menaçantes aux eaux sinistres, écrit Pigafetta. Mais c'est là aussi que s'échoue un des navires sur un petit rocher. Après seulement quelques jours, Estevão Gomes, pilote d'un des navires, veut installer un camp, afin de faire de multiples mais courtes expéditions pour cartographier la zone. Magellan n'étant pas du même avis, le navire fit marche arrière, soi-disant, vers la baie de San Julián.
Mais ils repartirent finalement en Europe avec 55 membres d'équipage. Les 3 navires restants continuèrent d'avancer vers l'ouest. Une fois entrés profondément dans le détroit, plusieurs fumées de feu sont aperçues dans le sud. Ils baptiseront alors cette partie Terra del Fuego, et oui, la terre de feu. Après un mois avancé petit pas par petit pas dans ce dédale rempli de cul-de-sac, de grosses vagues et marées fortes, ils finiront par ressortir de l'autre côté. Magellan nomma alors ce détroit le chemin de tous les saints, qui deviendra quelques années plus tard le détroit de Magellan. Magellan entre alors dans un océan immense qui lui apparaît lors des premiers jours comme extrêmement calme, ce pourquoi il le nomma le Pacifique. L'équipage sait ce qui les attend, ils connaissent la grandeur de cet océan, toujours grâce au calcul d'Ératosthène. Même si les documents officiels remis au roi par Magellan avant son départ minimisent la taille de ce potentiel océan, probablement juste pour augmenter les chances d'acceptation du voyage. Par chance ou malchance au choix, la traversée du Pacifique se fera d'une ligne droite jusqu'à l'île de Guam. Ils ne croiseront que 2 minuscules îlots sur lesquels ils ne peuvent accoster. La traversée est notamment marquée d'une épidémie de scorbut qui tuera 9 personnes. La flotte arrive aux Philippines en mars et ils croisent le roi de l'île de Cebu, le roi Humabon, qui se convertit au christianisme. Enfin, en gros, ils ont fait une messe et acceptent de planter une grande croix en bois au sommet d'une colline. Mais ce sera une toute autre histoire avec Lapu-Lapu, roi de l'île de Mactan. Il refuse de se soumettre aux envahisseurs. Magellan, qui n'est pas qu'un bon, mène alors une expédition contre lui, en estimant que 60 hommes, en armure dotée d'arquebuses, peuvent vaincre des indigènes nus 30 fois plus nombreux. Oups. C'est donc le 27 avril 1520 que Magellan est blessé par une flèche empoisonnée et tombe avec 6 de ses compagnons. Le testament de Magellan demande à ce que Enrique, son domestique, soit affranchi après sa mort. Enrique, originaire de l'île de Java, parle le malais, la langue commune en Insulinde, et fait donc office de traducteur. L'affranchir est donc emmerdant. Duarte Barbosa, le beau-frère de l'ex-capitaine, s'y oppose. Enrique perçoit cela comme injuste et illégal, et déserte le navire et rejoint le roi Humabon. Et ce petit domestique, / esclave, qui n'a l'air de rien comme ça, c'est peut-être le premier homme à avoir fait le tour du monde. En tout cas, il parle la langue commune dans la région, et a donc potentiellement su revenir sur son île natale. Quelques jours plus tard, Humabon recueille la flotte déstabilisée par la mort de leur capitaine et les invite à un dîner de noces de l'un de ses fils. Seulement une dizaine de marins s'y rendent. Et ce qui devait arriver arriva. C'était une embuscade. Ils furent tous tués. Les noces pourpres, le truc. Les 113 membres d'équipage restés à bord des navires s'enfuirent. Mais ils sont trop peu nombreux pour les 3 navires. Le plus petit est alors brûlé sur une plage. Après plusieurs escales où ils remplissent les cales de denrées luxueuses, ils arrivent enfin sous le commandement du nouveau capitaine, Juan Sebastián Elcano, aux îles Moluques. Cependant, sur place, une importante faiblesse sur la coque immergée d'un des 2 navires, la Trinidad, est découverte. Ce bateau est alors contraint de rester sur place, alors que l'autre bâtiment, la Victoria, commence sa navigation retour en direction du cap de Bonne-Espérance. L'océan Indien étant entièrement soumis aux Portugais par le traité de Tordesillas, ils ne peuvent ni accoster, ni s'approcher trop proche des côtes, et ont certainement intérêt à ne pas croiser de navires portugais. Et puis rebelote le long des côtes africaines. Mais avant, attardons un peu à l'autre navire, la Trinidad, ceux qui sont restés sur place aux Moluques. Pendant leur réparation, ils reçoivent par hibou quelques informations comme quoi les territoires du Panama seraient en fait extrêmement fins et donneraient sur le dit océan Pacifique. Au moment de partir, l'équipage tente alors sa chance et repart en direction de l'isthme de Panama. Mais ils seront pris dans une violente tempête et dériveront beaucoup et tomberont fortement malades. Seuls 20 membres étaient encore en vie lorsqu'ils furent capturés par un navire portugais au large de Taïwan. Revenons à notre partie de cache-cache maritime. À proximité des îles du Cap-Vert, ils organisent de petits tours avec une chaloupe discrète, afin de récupérer des vivres. 12 membres se feront prendre et seront faits prisonniers par le Portugal. La Victoria, ravitaillée, peut enfin faire les quelques derniers miles qui les séparent du tour du monde. Et c'est le 6 septembre 1522, après 1113 jours, que les 18 membres d'équipage restants atteignent le port d'où ils sont partis, celui de Sanlúcar des Barrameda. Ils sont ainsi les premiers à avoir effectué le tour du monde. Les 12 faits esclaves arriveront 3 semaines plus tard également, mais dans une piole au Portugal.
La vente des épices et autres merveilles luxuriantes rembourse l'essentiel du voyage, mais est insuffisant pour couvrir le solde dû aux veuves alors en application en Espagne. Le bilan financier très négatif rebute alors de nombreux explorateurs, alors que le tour du monde est un rêve impossible pour de nombreux d'entre eux depuis plusieurs siècles. Il faudra attendre 58 ans pour qu'il y eut le deuxième de ce qu'on appelle circumnavigation, par l'anglais, mais surtout pirate, Drake. D'autant plus que durant le temps du long périple, les Espagnols ont donc découvert l'isthme de Panama, qui sera alors préféré pour passer d'un océan à l'autre en effectuant un transbordement. Grâce aux mesures et cartographies faites pendant le voyage, une circonférence de la Terre est donnée, un peu plus grande que présumée, mais toujours un peu plus petite qu'elle ne l'est réellement. Et ainsi, l'Espagne s'obtient le droit de conquérir les îles Moluques, alors de leur côté du globe. Même si, ils se sont trompés et c'était en réalité du côté portugais. Mais ça ne fut compris que bien après la fin du traité de Tordesillas, avec l'arrivée dans le game des Anglais et Français. Voilà, j'espère que vous avez aimé, c'était l'histoire du premier tour du monde, de la première circumnavigation. A bientôt sur Doc Geofan. Ciao!